Vous êtes trop fort, monsieur Doué. À quel sujet? La ville de Rome a fait la promotion de sa Ryder Cup avec les arènes de Nîmes. Comment vous avez fait pour convaincre la maire de Rome, Virginia Raggi, de se tromper pour faire la promo de la ville de Nîmes? Comment vous l'avez convaincue? Elle a fait une belle boulette quand même, c'est vrai. Et, c'est pas grâce à vous? Non, j'ai le regret de vous dire que non. Malheureusement, je peux pas. C'est pas grâce à moi. Non, c'est une belle boulette. Bon, on a surfé dessus. De manière très humble quand même, puisque moi je me rappelle avoir tweeté l'erreur est humaine. Donc voilà. Mais, et comment vous avez surfé dessus? Du coup, ça vous a aidé à faire la promotion de la ville de Nîmes? Oui, parce que ça s'est passé dans le journal de TF1, je crois, de mémoire, donc avec une audience très très forte. Bon, ben voilà, on a rappelé à la France et au monde entier comment nos arènes étaient belles. C'est bien parce que vous avez fait un coup de com' et du coup, ça a fait connaître un peu plus Nîmes. Alors, vous êtes censé, vous, en tant qu'adjoint au tourisme, faire la promotion de la ville de Nîmes en France et à l'étranger. Il y a eu quand même une sacrée crise sanitaire. Vos débuts ont dû être difficiles. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, la mission de l'Office du tourisme, on le sait peut-être pas assez, c'est l'accueil. Et c'est quand même une mission un peu régalienne, je dirais, d'un office de tourisme. On est là pour faire une mission de service public, puisqu'on est ouvert... accueillir les touristes, les orienter sur les touristes et pas que les touristes, puisque l'office de tourisme étant quasiment toujours ouverte, parce qu'il n'y a que 2 jours par an où elle est fermée, on accueille, on renseigne, on donne un plan du réseau Tango, tout ce qui peut être une mission aussi de service public. Pendant la crise sanitaire, il n'y avait pas trop de touristes? Il n'y avait pas trop de touristes, mais il y avait des gens qui rentraient et cette mission régalienne, on l'a continué à l'assurer, même s'il y avait une fréquentation qui était moins importante. D'accord. Et puis après, il y a un volet promotion de la destination. Et là-dessus, on travaille, par exemple, là, mi-mars, on va monter, je crois que vous en êtes fait l'écho dans vos colonnes, on va aller à Paris pour le Salon mondial du tourisme. Et c'est la destination Nîmes qui va être mise en avant. On a réussi à réunir les opérateurs du tourisme sous la bannière Nîmes Tourisme. Ça a été compliqué parce qu'on sait que toutes les collectivités Non, alors ça n'a pas été compliqué du tout parce que je suis allé voir Jean-Paul Fournier, j'ai dit voilà, on a ce projet de monter au Salon mondial du tourisme, je voudrais rassembler les acteurs, est-ce que tu es d'accord? Et il m'a dit oui. Je lui ai demandé aussi la possibilité de prendre avec nous le Pont du Gard qui est quand même une destination touristique. Mais la question, c'est comment vous avez convaincu tout le monde de tirer dans le même sens, parce que toutes les collectivités veulent avoir leur politique touristique. Mais de quelle collectivité vous parlez? Puisque vous savez, vous avez suivi que depuis, Nîmes Métropole a confié la gestion de son office de tourisme communautaire à la SPL Agathe, qui elle-même gère pour le compte de la ville de Nîmes. Après, il y a le département qui a aussi une politique touristique au travers de la DRT. Nous, ce qu'on va vendre, c'est la destination Nîmes. Donc moi, j'ai pris les acteurs de la destination, c'est-à-dire EDIS pour son côté romanité, EDIS pour son côté aéroport, le musée de la romanité, le pont du Gard, parce que les liens sont forts avec la ville de Nîmes. Et on va aussi porter la candidature de la ville de Nîmes pour l'UNESCO sur ce salon. En parlant de l'UNESCO, donc la candidature sera présentée en 2023. Est-ce que vous avez commencé à préparer Nîmes, on l'espère, à avoir cette distinction? Alors écoutez, on est, vous le savez, c'est un dossier cher à Jean-Paul Fournier, qui est piloté par Marie Bourgade. Nous, au niveau du tourisme, on est en accompagnement de Marie Bourgade sur le temps du dossier qui va durer 18 mois. Donc, on travaille sur les flux, parce que c'est quelque chose qui nous est demandé pour obtenir ce label. On est aujourd'hui là-dessus, on apporte tout notre soutien. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, normalement, je crois qu'une candidature à l'UNESCO, quand on est classé, c'est 30% de touristes en plus. Est-ce que vous faites un diagnostic, par exemple, sur les hôtels, pour accueillir ces touristes en plus, parce qu'il faut préparer la ville? Parce que déjà que là, on a des embouteillages, ça risque d'être pire, malheureusement, si on est classé. Ça sera la rançon de la gloire. Alors, c'est une candidature qui est plutôt culturelle. Ce n'est pas une candidature touristique au sens du tourisme de masse. Donc, on est sur la promotion du patrimoine, on est sur sa conservation et surtout sur sa transmission. Donc, nous, on traite des flux, mais sur des flux qui vont être raisonnables. Et c'est des dossiers qui demandent Il n'y aura pas de tourisme de masse, c'est ce que vous dites? Pas sur une candidature de la Maison Carrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout cas, ce n'est pas nos projections et ce n'est pas sur ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on travaille sur l'instruction parce qu'il faut obtenir ce label. D'accord.
Une petite question, donc vous faites la promotion de la ville de Nîmes peut-être aussi à l'étranger et on l'espère en Espagne, puisque la fois précédente, l'Espagne n'avait pas voté pour la candidature de Nîmes à l'UNESCO. Alors la promotion de la destination à l'Espagne, on le fait, vous l'avez vu, on a reçu le PDG de la Renfe, qui est le volet SNCF pour l'Espagne, Oui. et donc on a vanté la destination Nîmes, et il y a un Barcelone-Nîmes en TGV en 3 heures qui a des coûts qui sont très très raisonnables. Voilà, donc oui, on travaille sur la promotion à travers notre partenaire Atout France à destination de l'Espagne, mais bien au-delà. Et vous l'avez accentué, c'est votre patte ou ça s'était déjà produit avant, ou c'est vous qui avez mis une attention particulière à l'Espagne? L'Espagne, c'est pour Nîmes quelque chose, voilà, on est quasiment cousins germains. Quand on fait le festival du flamenco, c'est quand même intéressant d'avoir des liaisons qui soient rapides et peu onéreuses. Donc oui, l'Espagne, ça fait partie des destinations, mais quand on voit ce qui va se passer sur l'aéroport, on a aussi d'autres objectifs sur des destinations un peu plus anglo-saxonnes. Une dernière petite question avant que nos sociétaires vous en posent. Je vous en prie. Abdel adore, et je crois que vous allez nous le laisser pour le plateau, ce crocodile de Nîmes. Du coup, vous avez vendu pas mal de produits dérivés à l'Office du tourisme. Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas? Enfin, vous en avez vendu pas mal, je ne sais pas, mais est-ce que vos produits dérivés ont bien marché? Alors oui, c'est important pour nous parce que je le dis pas, mais pour moi, le tourisme, c'est du développement économique et on doit aussi avoir un volet qui est celui de la commercialisation et donc à travers les produits dérivés du chiffre d'affaires qu'on peut réaliser à la boutique, aux boutiques, puisque maintenant on a aussi une boutique à Saint-Gilles et donc ça nous permet aussi de peser un petit peu moins sur les finances publiques et donc de la collectivité. Mais on a à peu près un tiers de notre... C'est 20 €, c'est ça le petit, de 19 cm? C'est un petit peu plus. 25? C'est un tout petit peu plus. 29? C'est la question de la baguette ou du prix de la baguette? Oui, c'est ça. Non, elle est beaucoup moins chère. C'est 27,50 €, Coralie. Ah d'accord, pour 50. Pour ce modèle-là. Mais vu la qualité du eu cette taille. Cadeau, Mais vous parlez de... Vous auriez pu l'amener en rouge, c'était bien en rouge. Écoutez... non, mais c'est parce que ce soir, il y a un match de l'USAM. Donc vert. Bravo. Mais ça rapportait combien tout ça? Il nous a pas dit les chiffres. Les chiffres de l'Office, on a un tiers qui est de notre budget et qui concerne la commercialisation, tous les produits qu'on peut vendre. Après, l'autre tiers, c'est la taxe de séjour et l'autre, c'est un complément de subvention. Mais ça, c'est votre budget de l'Office du tourisme. Je voulais savoir combien vous en aviez vendu. Mais combien on en a vendu? On en vend à peu près 1000 par an. D'accord. Ah oui, c'est pas trop mal. Mais ça va monter en puissance puisque nous allons le décliner sur d'autres formes. On va le proposer peut-être aux chocolatiers. Voilà, on va en faire un emblème de la ville. Et je crois qu'on a vraiment la chance à Nîmes d'avoir un emblème connu, reconnu au-delà de la destination. Donc on va appuyer là-dessus. 2 questions rapide avant de donner la parole à nos sociétaires et ensuite Coralie à nouveau qui a une ou deux questions à vous poser. On va parler du Palais des Congrès, mais je vois qu'il y a un de nos téléspectateurs qui a une question coquine apparemment à vous poser lui aussi. Il s'appelle Pierre, il demande: Monsieur Doué, quel est votre point de vue de la gestion du commerce de centre-ville à Nîmes? C'est Pierre comment? On va éviter de donner les noms, mais c'est Pierre déjà. Bon, le commerce à Nîmes est géré comme il faut le faire dans toutes les villes. Je crois qu'il y a un taux de vacances qui ne va pas au-delà de ce qui se fait. Vous savez que j'ai un mandat à la CPME national, donc sur le commerce. Donc je ne suis pas inquiet par rapport à ce qui se fait à la ville de Nîmes. La rue Crémieux vous inquiète pas, par exemple? Non, vous aimez vous balader dans la rue Crémieux? J'aime me balader partout à Nîmes, ça c'est clair. Après, il y a des moments où on a des phases où il y a des travaux, il faut être clair, on en a parlé tout à l'heure avec la T2. Bon, ben, c'est des phases qui sont un peu difficiles pour les commerçants, ils peuvent être indemnisés. Après la pluie vient le beau temps et en général, quand on fait des réalisations comme ça, ben, on a un petit peu plus de chaland. Vous et donc pas un peu au commerce plus... d'ouvrir peut-être un peu plus entre midi et 2 ou pendant des fêtes comme la feria, peut-être plus tard le soir ou les grands jeux romans. La semaine romaine, l'Adrien et la guerre des Pictes. Je n'ai pas la responsabilité du commerce à la ville de Nîmes, donc Et vous travaillez pour autant avec Sophie Roule, on imagine, et Marie Bourgade, vous tirez dans le même sens. Et Valentine Volbert. Oui, je travaille bien sûr avec ces ULA, puisque de toute façon le tourisme, vous le savez, à Nîmes, il est basé, enfin il a 3 piliers qui sont l'événementiel, le patrimonial et le culturel. Donc bien sûr qu'on travaille avec les élus que vous avez cités, oui. On a senti une réponse bien langue de bois. On va donner la parole tout de suite à Aline. Alors moi, c'est une question par rapport au tourisme. Vous disiez tout à l'heure que le développement économique était important pour le tourisme à Nîmes. Et quel a été l'impact touristique avec la crise Covid ?
Oui, alors, alors la référence est 2019 dans le tourisme, avant qu'on connaisse le Covid. Donc en 2020, on a fait moins 20% par rapport à 2019. Et en 2021, on a fait moins 10% par rapport à 2019. Donc on voit bien qu'on est en train de retrouver des chiffres de 2019. Je crois qu'en 2022... Vous y croyez pour 2022, oui, 2023 Oui, j'y crois parce qu'on a le Salon mondial du tourisme qui arrive, on a beaucoup de projets qui arrivent. Vous avez cité tout à l'heure la candidature de l'UNESCO, ça va créer une certaine dynamique. Et puis on l'évoquera peut-être tout à l'heure, un peu plus loin, en 2025, l'ouverture du Palais des Congrès. Exactement. On va donner la parole tout de suite à Jean-Baptiste. Oui, Monsieur Doué, j'avais une question. On a un petit peu parlé tout à l'heure, et c'était sur Gare Tourisme. J'ai lu dans plusieurs papiers, notamment d'Objectif Gare, que beaucoup de communes s'en plaignent, dans les Cévennes, Alès, pour ne pas les citer, notamment dans peut-être leur projet, ou plutôt leur absence de projet pour le Gard, pour le département, leur manque d'ambition en la matière. Et je voulais savoir, d'après vous, quelles suggestions, quels projets souhaiteriez que Gare Tourisme mette en avant, notamment en utilisant tout le patrimoine culturel qui rayonne sur tout le département, dans chacun des secteurs, et bien sûr avec une politique qui serait menée, dirigée par Nîmes en tête de gondole, et son patrimoine important. Alors, Gare Tourisme, vous l'avez cité, moi quand je suis arrivé, je me suis rendu compte du problème Gare Tourisme, car selon moi il y avait un véritable problème sur Gare Tourisme, c'est qu'il y avait des statuts qui prévoyaient qu'on devait régler à Gare Tourisme 1 euro par habitant. Ce qui pour Nîmes est complètement surréaliste, quand on voit par exemple une commune comme celle du Grau-du-Roi qui aurait dû donner de l'ordre de 6 000 alors que nous on était à 150 000. Donc il y avait un problème dans la pensée de Gare Tourisme qui était quand même gênant. Je rappelle que Gare Tourisme perçoit 10% de la taxe de séjour que perçoit la ville de Nîmes, déjà. Donc il y a quand même déjà un budget qui peut être consacré au tourisme. Bon, je crois qu'ils ont compris, puisque maintenant ils ont changé leur fusil d'épaule et on est revenu. Et c'est pour ça que la ville de Nîmes est re-rentrée à l'intérieur de Gare Tourisme. Il y a une cotisation qui est on va dire plus modique. Mais moi, on n'est pas encore dans une phase de travail. Il y a une nouvelle élue qui est présidente de Gare Tourisme. Il y a un schéma qui, normalement, selon le Code du tourisme, aurait dû être mis en œuvre à partir du début de cette année. Et vous regrettez que ça aille pas plus vite, du coup Évidemment. Ça patine un peu, Gare Tourisme. Écoutez, je ne suis pas là pour tirer sur eux, mais voilà. On a envie de savoir, parce que c'est quand même un budget, c'est l'argent des contribuables. Aujourd'hui, Gare Tourisme est loin d'être à son niveau de fonctionnement optimal, et donc on s'adapte. Et on fait des choses. Heureusement, à Nîmes, on a la capacité de pouvoir gérer notre tourisme quelque part un petit peu tout seul. C'est presque ce qu'on fait aujourd'hui à l'heure actuelle. En deux mots, bien évidemment, sur le grand projet de Nîmes pour les prochaines années, c'est le fameux Palais des Congrès. Comment en faire un outil de dynamisation économique ? Ça n'est un par les manifestations qu'il va accueillir à l'intérieur. C'est vrai du type toute manifestation qu'on promeut à travers le bureau des congrès, puisque vous savez que nous, à l'Office du tourisme, on gère également le bureau des congrès, donc qui est vraiment spécialisé dans le tourisme d'affaires. Quel congrès vous aimeriez faire venir à Nîmes ? J'ai déjà fait venir un salon qui s'appelle Untech, des économistes de la construction, qui a vu 1000 personnes sur 3 jours sur la ville de Nîmes. On est sur un palais des congrès, on va dire, à taille humaine, puisqu'il aura 700 places. Donc on va être sur un tourisme qui allie plaisir et business. On appelle ça blazer, excusez-moi, mais c'est quel terme un peu anglais pour business et leisure. Et donc c'est des congrès qui vont mixer le côté pro et le côté visite de la ville de Nîmes, par exemple, de la destination. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à Nîmes ? Tout congrès qui peut accueillir 700 personnes. On pourrait avoir des salons. On peut avoir des salons parce qu'il y a un hall d'exposition plutôt grand dans lequel qui aurait vocation à remplacer le parc des expositions de Nîmes. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, le projet... Parce que la mairie de Nîmes a ce projet de vente à la CCI du parc des expositions. Alors bien évidemment que la CCI aujourd'hui en est le gestionnaire, mais on se pose la question, la raison pour laquelle la ville de Nîmes veut vendre le parc des expositions au même moment où elle construit un palais des congrès qui aurait peut-être vocation à accueillir des salons qui aujourd'hui
pourrait avoir pour destination le parc des expos. Selon moi, c'est deux outils qui ne sont pas antagonistes et qui peuvent exister ensemble. Aujourd'hui, si la ville de Nîmes décide de vendre le parc des expos, c'est pour des raisons qui lui sont propres, peut-être liées à son coût d'exploitation et au moment où elle se consacre plutôt sur un palais des congrès. On n'est pas dans les mêmes projets. Voilà. Le maire de Nîmes n'a pas choisi de créer un parc des expositions en périphérie pour accueillir des salons avec 1000 exposants, etc. On est dans ce que le tourisme d'affaires de demain va devenir. Et donc, en fait, j'ai entendu quelques critiques sur le palais. Non, c'est un projet qui est complètement dans l'air du temps du tourisme d'affaires de demain. Du coup, vous, j'en profite, vous qui avez l'ambition de faire venir des touristes à Nîmes, des gens pour consommer, est-ce que vous trouvez que le parc des expositions est suffisamment bien géré? Est-ce qu'il y a assez de salons? Parce que vous avez aussi un regard forcément sur cette gestion? Écoutez, le parc des expos est géré, bien, pas bien, je ne sais pas moi qui en suis le gestionnaire. Non, mais vous voyez, vous êtes adjoint au tourisme, votre objectif à vous, c'est qu'il y ait des gens qui viennent et puis qui puissent après venir consommer, et enrichir les finances de la ville notamment. Est-ce que, selon vous, il faudrait faire plus de salons, il faudrait un peu le dynamiser, ce parc des expos, ou il vit très bien comme il est? On a toujours besoin de dynamiser les choses. Je pense que si la CCI du Gard, d'après ce que j'ai entendu, souhaite se porter acquéreuse de ce parc, c'est aussi peut-être pour y faire des investissements et du coup augmenter le nombre. Et moi, j'en suis très heureux. En tout cas, nous, on n'hésite pas à chaque fois qu'on le peut et quand les dimensions du salon le nécessitent. Je vous ai cité le cas des économistes de la construction, ils étaient au parc des expos. Mais aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, et c'est une attente forte des professionnels que j'ai rencontrés, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, on n'a pas on est entre l'Atria et le parc des expos. Et entre les deux, on n'a rien. Ah oui. Et aujourd'hui, on loupe des choses. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Des conférences dans ce que vous avez prévu, c'est-à-dire des conférences à titre professionnel qui pourraient se réaliser au Palais des Congrès. C'est aussi ce que vous... Oui, il y a un auditorium de 700 places qui est modulable, 300, 500, 700. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire à la fois des conférences, mais aussi des présentations dans le hall des expositions. Vous avez une idée, Aline? Elle a peut-être des idées. Juste pour terminer, parce qu'on arrive au bout, l'échéance pour l'ouverture de ce Palais des Congrès, on va le rappeler la date. 2025. Parfait. Coralie, une toute dernière question politique, s'il vous plaît. Vous savez quoi? J'ai commencé en vous disant que vous étiez fort. Vous l'êtes encore plus, parce que vous avez été élu la première fois en 2020 sur la liste de Jean-Paul Fournier. C'était votre première élection. Et vous avez directement été érigé au rang d'adjoint. Quand on sait que certains élus ont commencé, comme Julien Plantier, que conseiller municipal délégué, on se demande là aussi, quel est votre secret? On a un petit sourire. Vous ne souriez pas beaucoup depuis le début de cette entrée. Oui, c'est la première fois qu'il est sur le plateau. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt reconnu pour sourire. Oui, mais écoutez, moi, j'ai une vie avant. J'ai une vie, j'ai déjà un certain âge, donc je suis entrepreneur, vous ne l'avez pas rappelé, j'ai des fonctions à la CPME nationale. Et donc, quand j'ai eu envie de changer un petit peu, de faire ce pas de côté du syndicalisme patronal local vers le monde politique, j'ai rencontré Jean-Paul Fournier, on a discuté ensemble. Parce que vous êtes un relais d'opinion, vous étiez président, alors à l'époque c'était la CGPME, maintenant c'est CPME. CPME, j'ai du mal avec les acronymes. C'est pour ça, c'est parce que vous étiez un relais d'opinion que vous êtes allé plus vite? Je sais pas, peut-être. Après, d'autres vous voulez d'ailleurs. Peut-être. Mais si vous voulez, j'ai dû pour accéder à ce mandat politique abandonner d'autres mandats parce que j'ai horreur du conflit d'intérêts. Donc j'ai abandonné la présidence de la CPME. J'ai aussi démissionné de 12 ans de présidence de chambre au tribunal de commerce de Nîmes. Donc je voulais avoir un vrai challenge. Et donc avec Jean-Paul Fournier, on a discuté. Je lui ai demandé de me confier la responsabilité du tourisme, ce qu'il a accepté. Est-ce que juste pour finir, parce qu'Abdel me fait les gros yeux, est-ce que c'était pas plus facile de discuter avec Jean-Paul Fournier du fait que votre père a été aussi adjoint sous Jean-Paul Fournier, puis c'était l'ancien président de la CCI de Nîmes à l'époque? Son nom, elle est gardois, cette CCI. C'était sans doute plus facile pour moi de discuter effectivement avec Jean-Paul Fournier, qui est quelqu'un que je connaissais et que j'ai vu venir à la maison. C'est un peu aussi grâce à votre père, du coup, qui peut nous regarder ce soir, peut-être? Il nous regarde. Écoutez, vous savez, moi, l'expérience avec le papa, il n'y a pas de souci, je suis très très bien avec ça, je vis très très bien. C'est un reproche des fois qu'on peut vous faire? Ça a eu été un reproche, oui, ça peut, mais on est toujours le fils de quelqu'un et moi je suis très heureux d'être le fils d'Henri Doué. Ouais. Merci beaucoup, Xavier Doué.
d'avoir répondu à toutes nos questions.